Bienvenue! Aujourd'hui, on fait une plongée dans un sujet, disons-le, immense, les origines du conflit israélo-palestinien. Pour se guider, on a une source principale vraiment fascinante, un documentaire d'archives qui retrace 3000 ans d'histoire sur ce tout petit bout de terre. Oui, Puis je vais être clair tout de suite, là, le but ici, c'est pas de trouver une solution, on n'a vraiment pas cette prétention. L'idée, c'est juste de comprendre le parcours. exactement. On va suivre les événements clés, les récits qui ont tout forgé, pour voir comment on en est arrivé à la situation du début des années 90. C'est là que notre analyse s'arrête. Et suivre la chronologie, c'est vraiment crucial dans ce cas-ci. On va voir que, ce conflit-là, il n'est pas né de rien. Non, c'est ça. C'est une accumulation de couches d'histoire, de mémoire, de traumatismes qui se sont superposées. Chaque époque a laissé sa marque, puis c'est ce qui rend ça si complexe. Bon, alors pour commencer, vous reculez pas mal loin. Notre source nous ramène 4000 ans en arrière en plein récit biblique. C'est l'histoire d'Abraham. Oui, Abraham, qui quitte sa terre pour aller au pays de Canaan, la fameuse terre promise. La terre promise. Et ce qui est fondamental à saisir dès le départ, c'est que c'est pas juste une migration, là. C'est présenté comme un pacte, une alliance avec Dieu. Ah, OK. Le peuple hébreu devient le peuple élu et cette terre lui est promise. Mais, puis c'est un détail important dans le récit, la terre n'est pas vide. Elle doit être conquise. Ça, c'est le mythe fondateur. C'est la base de tout, et religieux. Mais ça dure pas. Après Salomon, le royaume se brise en deux, Israël au nord et Juda au sud. Et c'est là qu'on entre dans un très long cycle de conquête et d'exil. Le documentaire insiste beaucoup là-dessus. Pendant des siècles, cette terre est constamment envahie. C'est sans arrêt. Les Assyriens détruisent le royaume d'Israël, chassent la population. C'est le début de ce qu'on appelle la diaspora, la dispersion. Et ensuite? Ensuite, les Babyloniens, ils conquièrent Juda, ils détruisent Jérusalem, le temple de Salomon, puis ils déportent l'élite à Babylone. Donc, on a une succession d'empires. Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, et on arrive finalement aux Romains. Et là, sous les Romains, la tension monte d'un cran. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a deux grandes révoltes juives en 70 et 132 de notre ère, puis elles sont écrasées dans le sang. Extrêmement violent, de ce que j'ai compris. C'est un tournant dramatique, oui. Les Romains, ils ne font pas que mater la rébellion. Ils rasent le second temple, il reste juste le mur ouest, le mur des Lamentations. C'est tout ce qui reste. Ils expulsent une grosse partie de la population juive et, geste symbolique très, très fort, ils renomment la province Palestine. Pour effacer la mémoire juive. Exactement, d'après le nom d'un ancien peuple, les Philistins. Le but, c'était vraiment de couper le lien. C'est fou de penser à ça. Le nom même de Palestine vient d'une décision politique romaine pour nier un lien. Et pourtant, ce lien n'a pas été coupé. C'est un des points les plus fascinants que les archives soulignent. Comment un peuple dispersé pendant 2000 ans a-t-il pu garder un lien aussi fort avec un lieu? C'est une bonne question. La réponse que la source propose est presque poétique. Elle dit « Jérusalem n'a pas fait d'acropole, n'a pas fait de pyramide, n'a rien fait d'autre qu'un livre, la Bible. » Wow! C'est la mémoire de la ville, la mémoire de la terre, conservée dans ce livre, qui est devenue la vraie patrie du peuple juif en exil. La patrie devient un texte. C'est puissant comme idée. Très. Après les Romains, la région reste un carrefour. Deux autres grandes religions y prennent racine. D'abord le christianisme, qui est né comme une branche du judaïsme. Oui. Puis, 6 siècles plus tard, l'islam, avec la conquête arabe. Et là, Jérusalem, déjà sainte, devient 3 fois sainte. Et ça change toute la donne. La source parle d'une islamisation et d'une arabisation profonde de la Palestine. Pendant les 1300 ans qui suivent, la population devient très majoritairement arabe et musulmane. Les croisades, c'est juste une parenthèse là-dedans, là. Une parenthèse violente, mais brève, oui, à l'échelle de l'histoire. C'est le paysage démographique arabo-musulman qui s'installe pour de bon. On voit donc s'installer les deux récits parallèles qui vont finir par s'affronter. D'un côté, une population arabe qui vit sur cette terre pendant plus de 1000 ans, Sans interruption. et de l'autre, un peuple juif en exil qui garde un lien spirituel mémoriel très fort avec cette même terre. C'est exactement ça. Pendant longtemps, ces deux récits coexistent plus ou moins.
Sous l'Empire ottoman, la Palestine est une province assez tranquille. Le vrai point de rupture, là, Le moment où tout bascule, c'est la fin du 19e siècle. C'est là que la mèche est allumée avec la naissance quasi simultanée de deux nationalismes. le nationalisme arabe palestinien d'un côté, qui s'affirme contre les Turcs, puis très vite contre les nouveaux arrivants. Et de l'autre, le mouvement sioniste, dirigé par Theodor Herzl. Un journaliste viennois, C'est ça. Face à la montée de l'antisémitisme en Europe, il conclut que la seule solution pour les Juifs, c'est d'avoir leur propre État. En 1897, au Congrès de Bâle, il propose la création d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. et ça devient concret assez vite. Avant même la Première Guerre mondiale, des milliers de Juifs qui fuient les pogroms en Russie surtout commencent à immigrer. Ils achètent des terres, souvent à de grands propriétaires qui n'habitent même pas là. Ils créent des structures nouvelles. Le documentaire mentionne le premier kibbutz en 1911. Un kibbutz, pour être bien clair, là, c'est une sorte de ferme collective. Oui, une communauté agricole collectiviste d'inspiration socialiste. C'était complètement étranger au paysage social de l'époque. Et ça crée des tensions tout de suite. L'impact est immédiat. Ces achats de terres, qui sont légaux, mènent à l'expulsion de familles de paysans palestiniens qui cultivaient ces terres depuis des générations, mais qui n'en étaient pas propriétaires. Les premières violences apparaissent. Puis la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre, et c'est là que les Britanniques commencent à faire des promesses à tout le monde. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils promettent aux Arabes un grand royaume indépendant pour qu'ils se révoltent contre les Turcs. Leurs alliés. Oui, mais presque en même temps, en 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères publie la fameuse déclaration Balfour. Attends-le. Ils promettent l'indépendance aux Arabes et en même temps, la déclaration Balfour promet un foyer national pour le peuple juif sur une partie du même territoire. Comment c'est possible? Ben, c'est de la pure politique de guerre. Chaque promesse sert un intérêt stratégique à court terme. Mais les conséquences, catastrophiques. J'imagine. Il y a une analyste dans le documentaire qui dit quelque chose de fascinant. Il dit que c'est à ce moment précis que le conflit devient presque insoluble par des moyens légaux. On a la collision entre, d'un côté, le projet sioniste, avec sa nature mystique, religieuse, Un lien sacré à la très terre. serein, et de l'autre, le droit international laïque qui émerge avec des notions de souveraineté et d'autodétermination. Ces deux logiques-là, elles ne se parlent pas. Après la guerre, la Grande-Bretagne reçoit un mandat sur la Palestine. C'est une forme de contrôle colonial, dans le fond. C'est ça. Puis leur mission, c'est de mettre en œuvre la déclaration Balfour. Ça a dû mettre le feu aux poudres. Absolument. L'immigration juive s'accélère massivement. Dans les années 30, avec la montée du nazisme, c'est 217 000 personnes de plus qui arrivent. La population juive passe de moins de 10 % à presque 30 % de la population totale. En moins de 20 ans. Là. Oui, les achats de terres s'intensifient, l'hostilité explose, il y a des émeutes, une grande révolte arabe de 1936 à 1939 qui est réprimée très durement. Et juste avant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques changent encore de politique. Un virage à 180 degrés. La guerre avec l'Allemagne approche, ils ont besoin du soutien du monde arabe, du pétrole. Alors en 1939, ils publient un livre blanc. Qu'est-ce que ça dit? Ça limite de façon drastique l'immigration juive et ça promet une indépendance à une Palestine à majorité arabe d'ici 10 ans. Pour les sionistes, c'est une trahison. Surtout à ce moment-là. Oui, au moment où les Juifs d'Europe cherchaient désespérément à fuir, après la guerre, la situation est donc complètement bloquée. Les Britanniques sont dépassés. Ils se retrouvent avec une guérilla juive sur les bras qui lutte contre eux. L'épisode du bateau Exodus en 1947, plein de survivants de la Shoah qui sont refoulés, devient un symbole mondial. Fait qu'ils jettent l'éponge. Ils n'y arrivent plus. Ils refilent le dossier à la toute nouvelle ONU. Et l'ONU arrive avec son fameux plan de partage. Le 29 novembre 1947, on coupe la Palestine en deux, un État juif, un État arabe, et Jérusalem sous contrôle international. C'est ça. Et la source est très claire. Le choc du génocide des Juifs en Europe a pesé énormément dans ce vote. Le plan est accepté par les dirigeants sionistes. Mais refusé catégoriquement par les Palestiniens et tous les États arabes. Pourquoi un refus aussi total? De leur point de vue, c'était quoi le problème? Le documentaire explique que le plan paraissait profondément injuste sur le terrain. Il donnait environ 56 % du territoire au futur État juif. Alors qu'il n'était qu'un tiers de la population. Et qu'il ne possédait que 7 % des terres.
Pour la majorité arabe, c'était se voir imposer la partition de leur pays au profit d'une minorité d'immigrants récents. C'était inacceptable. Donc, dès le lendemain du vote, la guerre civile éclate. Puis, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion proclame l'indépendance de l'État d'Israël. Et là, tout s'embrase. Le lendemain, 5 armées arabes envahissent. Mais contre toute attente, la jeune armée israélienne, mieux organisée, les repousse. Et elle agrandit même son territoire. Beaucoup. À la fin de la guerre, en 1949, Israël contrôle 77 de la Palestine du mandat. Et l'État arabe prévu par l'ONU. Il disparaît avant même d'avoir existé. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie et Gaza passe sous administration égyptienne. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe. Les mots utilisés dans la source pour décrire ça sont très, très forts. On parle de la disparition d'une patrie, d'une immense noyade. C'est exactement ça. C'est l'idée d'un effacement. Le pays disparaît des cartes et le peuple perd son nom. Dans les résolutions de l'époque, on ne parle plus de Palestiniens, mais de réfugiés arabes. C'est un traumatisme fondateur. Fondateur, oui. Cette guerre jette sur les routes plus de 700 000 Palestiniens. Et on entre ensuite dans un cycle de guerre, 1956, la crise de Suez, mais la source insiste beaucoup sur la guerre de 1967, la guerre des 6 jours. Pourquoi celle-là en particulier? Parce qu'en 6 jours, Israël change radicalement la carte. Ils prennent la Cisjordanie et Jérusalem-Est, Gaza, le Sinaï, le Golan. D'un coup, Israël se retrouve à occuper des territoires peuplés de plus d'1 million de Palestiniens. Le conflit change de nature. Complètement. Ce n'est plus juste un conflit sur l'existence d'Israël, mais un conflit sur l'occupation de ces territoires. Et c'est là qu'on entend parler de la résolution 242 de l'ONU. Oui, la fameuse résolution. Elle pose le principe de l'échange de territoires contre la paix. Le problème, c'est qu'elle est ambiguë et que, sur le terrain, Israël commence très vite à implanter des colonies juives dans ces territoires occupés. Ce qui complique tout. Énormément. Pendant ce temps, la résistance palestinienne s'organise. On passe d'un peuple de réfugiés à un mouvement politique, l'OLP, dirigé par Yasser Arafat. L'OLP mène la lutte depuis les pays voisins. D'abord la Jordanie, mais ils sont expulsés dans le sang en 1970, c'est Septembre noir. Ils se replient au Liban. Ce qui mène à une autre guerre, en 1982, quand Israël envahit le Liban pour les chasser. Exact. Ça culmine avec les massacres de Sabra et Shatila. Mais en 1987, il est quelque chose de nouveau. La révolte vient de l'intérieur. C'est la première intifada, le soulèvement des pierres. C'est une nouvelle génération de Palestiniens qui n'ont connu que l'occupation, qui se soulèvent. Des jeunes avec des pierres contre une armée. L'impact médiatique est énorme. Et ça a des conséquences politiques. Ça force tout le monde à bouger. La Jordanie renonce à la Cisjordanie et Arafat, sentant le vent tourner, fait un pas historique en 1988. Il reconnaît implicitement Israël et proclame un État palestinien symbolique. Une rupture totale avec la charte de l'OLP. Total. Mais le gouvernement israélien de l'époque refuse de négocier. Et c'est à ce moment-là qu'un nouvel acteur entre en scène, le Hamas. Oui, le mouvement islamiste Hamas est créé au début de l'intifada. Il conteste le leadership de l'OLP laïque et refuse toute négociation avec Israël. Une autre couche de complexité qui s'ajoute. L'analyse nous amène donc au début des années 90. Après la guerre du Golfe, les États-Unis forcent tout le monde à la table des négociations. C'est la conférence de paix de Madrid en 1991. Et le documentaire se termine sur cette note d'espoir prudent. Un des intervenants conclut en disant que la seule sortie possible, c'est la reconnaissance mutuelle. Que les Palestiniens reconnaissent qu'Israël est une réalité. Et que les Israéliens reconnaissent qu'une injustice historique a été commise envers le peuple palestinien. Puis il termine avec cette phrase qui donne à réfléchir. Il faut oublier un peu l'histoire et construire l'avenir. C'est une excellente conclusion pour notre discussion. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, fondamentale. Après avoir parcouru 3000 ans de traumatisme, de récits aussi puissants, de revendications aussi profondes sur cette même terre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, oublier un peu l'histoire? Est-ce que c'est même possible? Ou est-ce qu'au contraire, la seule façon de construire un avenir, ce serait pas de réussir à bâtir une compréhension partagée de cette histoire, aussi douloureuse soit-elle? C'est une question qui reste ouverte.